Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ariane Meunier, qui est administrateur de la Chambre de commerce panafricaine. C'est une femme qui est passionnée d'Afrique, mais surtout qui a mené une carrière importante, notamment au niveau des institutions européennes, avec elle, nous allons faire connaissance. Ariane Meunier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Nous allons aller à la connaissance, ou plutôt à la rencontre de la femme que vous êtes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes administrateur de la Chambre de commerce panafricaine. Mais ce qui m'a frappé en regardant votre bio, c'est cet attachement depuis très longtemps pour la découverte du monde. Et j'ai l'impression que ça remonte à très longtemps. Racontez-nous. Oui, ça remonte en fait à mon père. Mon père était professeur ici à Schaerbeek et il avait le choix d'être dans une institution avec des jeunes d'origine étrangère. Et un jour, il s'est rendu compte qu'en fait, en discutant avec les parents, alors qu'il disait aux parents que l'enfant n'avait pas de bons résultats, il voyait les parents avec un grand sourire. Oui. Et il a commencé à apprendre l'arabe. Et en fait, mon père a passé plus d'1 an dans le désert à Tamanrasset avec les frères de Foucault. Et il a souhaité en fait connaître un peu plus cette culture. Et il m'a passé en fait ce virus. Et donc, d'une part, j'adore le désert, et donc je vais découvrir les déserts dans le monde. Et deuxièmement, d'essayer de comprendre comment le monde fonctionne. Et donc, j'ai continué. Ma maman était une fervente défenseuse du droit des femmes. Et j'ai continué les deux, en fait. Et donc, du coup, dans toute ma carrière, qui est un petit peu atypique, j'ai essayé de comprendre le monde. Donc, je suis partie, en fait, plutôt, j'étais professeure de français en base. Puis j'ai fait le droit européen parce que je voulais comprendre comment se structurait l'Union européenne, la communauté européenne à ce moment-là. Et puis je suis passée en fait à tout ce qui était social au niveau européen, au niveau belge. Et puis j'ai été un petit peu gratouillée au niveau de la Confédération européenne des syndicats dans des projets, notamment pour les nouveaux États membres. Et puis je suis repassée à ce que j'aimais, c'est-à-dire l'Union européenne. Mais dans un volet un peu différent. Donc là, il est vrai que vous avez multiplié, j'allais dire, les casquettes. Hein. Vous avez été représentante notamment de la Belgique au sein du partenariat Union européenne Afrique pour l'infrastructure. Mais par contre, il y a quelque chose qui a vraiment suscité ma curiosité. Vous avez participé à un concours où vous avez été reçu major. Dites-nous un peu, comment ça s'est passé et pourquoi ce concours spécifiquement et puis ce classement extraordinaire? C'est un petit peu aussi ma volonté en tant que femme. J'estime qu'en fait, on n'est pas à être cantonné dans certains postes. Et même ce qui est compliqué, je me suis dit, il faut, pour pouvoir démontrer qu'effectivement les femmes ont droit à avoir le respect et l'égalité en termes de poste, il faut prouver qu'on peut le faire. Et donc, c'est vrai que je me suis lancée dans pas mal de concours. Au sein de l'administration belge en étant arrivée très tard, puisque j'avais plus de 40 ans quand je suis entrée dans l'administration belge. Et puis je suis montée, j'ai passé les concours, je me suis enfourrée le droit budgétaire, tout ce qui était économique et financier. C'est dire que puis, la parité, c'est pas trop votre truc, hein. Non, oui. Si, je suis pour la parité. Je suis pour un concours, vous n'avez pas attendu que l'on puisse effectivement... Non, parce que pour moi, ce qui est important, la parité, il faut la revendiquer, et il faut la vivre, et il faut la démontrer. Et donc, mon objectif, c'est de démontrer qu'effectivement, on a ces capacités, mais qu'effectivement, on n'a pas forcément toutes les portes ouvertes. Donc, pour passer les concours, en l'occurrence, c'était assez compliqué, parce que la plupart, ce sont des hommes dans le milieu financier et économique dans lequel j'évolue. Il y a peu de femmes. J'adore toujours ces costumes cravates noirs ou bleu foncé. Men in Black. Voilà, exactement. Bien. Et moi, je mets couleurs. Et donc, c'est un petit peu ce challenge. Et quand je me suis orientée sur tout ce qui était sécurité défense, c'est dans le même challenge. C'est comprendre comment le monde fonctionne. Donc, j'avais compris le monde social, le monde économique. Enfin, j'ai pas compris. J'ai abordé ces différents mondes. Et le monde de la sécurité défense, quand on travaille sur l'infrastructure, il faut savoir qu'effectivement, quand on finance un projet en infrastructure, il faut être conscient des conséquences de ce type de projet. En tout cas, vous avez balayé un vaste périmètre, j'allais dire, dans le cadre de vos différentes fonctions. Votre rencontre avec l'Afrique, d'un point de vue institutionnel, remonte à quand exactement? Alors, d'un point de vue institutionnel, j'ai commencé en 2005, quand je suis rentrée à la trésorerie, et qu'on a monté le Fonds Infrastructure Afrique
avec Louis Michel et Monsieur Mestet, qui était président de la Banque européenne d'investissement. Ancien ministre des Finances. Exactement. Et donc, eux, ils ont monté ce fonds. Et moi, en tant que Belge, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice et de continuer à construire ce fonds, mais aussi, surtout, le partenariat avec l'Union africaine. Et c'est là où j'ai eu des parrains africains qui m'ont aidé, en fait, à me mouvoir dans ce monde-là, qui est aussi un monde qui est pas très féminin. Et donc, je leur ai fait confiance. Et donc, c'est cette confiance-là qui m'a amenée jusqu'à maintenant et à vouloir me battre aussi pour qu'il y ait vraiment un dialogue et pas je te donne de l'argent, tu me fais ça. Non. Alors, je reviens en arrière parce que tout de même, vous avez un profil technocratique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, vous avez une licence en philologie romane. Alors, je vais lire le titre de votre mémoire, Mythe d'Orphée et l'orphisme, chez Gérard de Nerval et Marguerite Yourcenar. C'est pas une plaisanterie, ça? Non, du tout. Racontez-nous. Oh, mais ça, c'est mon deuxième côté. C'est le côté de recherche philosophique et symbolique. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important de comprendre la vie aussi sous cet angle-là. Et donc, le mythe d'Orphée et l'orphisme, c'est tout le mythe du passage, donc entre la vie et la mort, et le retour vers la vie. Et donc, c'est une symbolique aussi de l'œuf cosmique, de tout ce qui tourne autour de la vie et de la mort, du yin et du yang, et donc de l'alchimie, en fait, de notre vie. Au-delà des apparences. Et là, vraiment, on est vraiment dans la réflexion pure et dure, philosophique, n'ayons pas peur des mots. Ça vous aide dans votre travail au quotidien? Beaucoup. Oui, oui, vous parce qu'en fait... Ah non, pas du tout. Je devrais. Ah bon? Paradoxal quand même. Oui, j'essaye. Mais il y a des fois où vraiment j'explose. Mais la plupart du temps, j'essaie de prendre du recul. C'est vrai. Et de toute façon, en termes de réunion professionnelle, je ne peux pas exploser. Et donc, ce recul nécessaire à chaque moment, parce qu'effectivement, ça bouillonne, et puis on se dit, non, on n'a qu'une seule vie, on revient dans soi. Et effectivement, cette distance, parce qu'on est dans un espace polyvalent, pas toujours binaire, où il y a beaucoup de subtilité, on n'est pas entre le noir et le blanc, on est souvent dans le gris. Et donc, cette notion de milieu est extrêmement importante pour moi, parce que c'est dans le milieu qu'on peut effectivement aller vers l'autre, négocier sur pied d'égalité. En tout cas, cette polyvalence vous a permis de vous lancer un nouveau défi, puisque la Chambre de commerce panafricaine est née d'une réflexion que vous avez mûrement menée, devrais-je dire. Au fond, quelle était la motivation principale ? Alors, la première motivation, il faut dire, avant la création de la Chambre de commerce avec Hugo Séréja, son frère Victorin et Guilain, j'avais créé un petit groupe de travail, en fait, avec des entrepreneurs, des gens qui avaient des gros projets en infrastructure, mais qui avaient une valeur ajoutée au niveau humain. Étant dans le domaine financier, économique et finançant des infrastructures, de grosses infrastructures, je me suis rendu compte que la plupart du temps, on prenait peu en ligne de compte, en fait, l'intérêt de la population. Et donc, je pense que ce qu'on a mal fait chez nous, on n'a aucune autorité à le faire mal chez les autres. Et donc, avec ce petit groupe, on a travaillé pendant plus d'1 an et demi quand même, pour essayer de financer des projets. C'est très dur, c'est très lent. Les procédures sont très longues aussi. Il y a les procédures administratives. Alors, tout est très long quand on respecte la loi. Et donc... Ça veut dire que quand on respecte la loi, ça va plus vite. D'une certaine manière, quelque part. Oui. On ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci pour le tuyau. Et donc, l'objectif ici, c'est justement de pouvoir tracer les financements, de savoir qui détient les financements, comment ils vont être développés sur les projets. Et donc ça, c'est très long, très lent. Il faut rassurer les institutions financières, que ce soit, bon, j'ai évidemment commencé par la Banque européenne d'investissement, parce que c'est une banque que je trouve devoir prendre sa place au niveau européen. C'est la banque de l'Union des États membres. Et puis aussi avec la Banque africaine de développement, où il y a des contacts entre femmes d'ailleurs, qui se sont créés. Mais c'est vrai que c'est lent. Et il faut comprendre aussi non seulement toute la structure, les documents qu'il faut rentrer, les délais, et puis il faut attendre. Et puis on se dit, ah mais non, là, il y a un blocage. Ah, et pourquoi il y a un blocage? Bon, ben, il faut essayer de le débloquer, mais pas en mettant de l'argent sous la table. Donc c'est en ayant une traçabilité des commissions aussi. Et donc en remettant sur la table la responsabilité sociale des entreprises, parce qu'on est au-dessus d'entreprises qui nous dépassent, qui dépassent même les États en tant que tels.
Et je pense que ça, c'est une perte de citoyenneté. Et donc, c'est difficile. Et donc, l'idée de tracer les commissions, d'avoir une officialisation de ces commissions, ou de les transférer je disais tout à l'heure, dans une structure qui permet aux gens qui sont les hubs dans chacun des pays pour les secteurs, tout à fait. De créer une fondation. Et cette fondation les rémunère de manière telle à ce que les commissions qui auraient été évidemment pour une seule personne le seraient pour un ensemble et pour pouvoir épanouir aussi les projets sous une autre dimension. Et donc, c'est un essai, on va voir ce que ça va faire. En tout cas, vous avez entrepris une démarche proactive, ce qui est assez inhabituel pour une chambre de commerce, notamment basée ici, c'est que vous avez tenu à associer bien évidemment des Africains. Dans la plupart des cas, évidemment, on reste entre partenaires et on va plutôt vers les pays africains avec un regard parfois paternaliste. Vous associez des Africains. Comment se passe, je dirais, la cohabitation? Est-ce que les échanges se font de manière tout à fait égalitaire, hein, chacun avec ses idées? Est-ce que vous soutenez des projets en particulier? Est-ce que vous avez l'ambition de créer des liens avec des chambres de commerce locales? Bref, comment tout ça s'articule? Alors, la première chose, c'est que une fois qu'on a lancé la chambre le 11 mars, maintenant la structuration est à faire. Et donc, la manière dont on a fonctionné avant ne fonctionne plus maintenant. Donc, on est en pleine réflexion là-dessus. Ça, c'est une première chose. Et donc, il y a beaucoup de challenges à remporter à ce niveau-là, et ça va prendre du temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans la dynamique. C'est une dynamique de business to business, mais pas n'importe quel type de business. Et donc, il faut savoir que ça va prendre du temps. Vous êtes fixé un objectif, un échéancier par rapport... Non, un échéancier, non. Parmi la chambre de commerce, il y en a qui sont des businessmen et qui, eux, ont un échéancier clair. Moi, je prends plus le temps. Je ne suis pas dans cette dynamique-là. Et c'est ça l'originalité de la chambre. Mais c'est aussi là où ça coince. C'est-à-dire que c'est une logique commerciale avec une logique plus institutionnelle et plus avec la notion du temps. Et moi, je pense qu'il faut prendre le temps de mettre les choses en place. Mais vous n'avez pas... vous ne craignez pas de passer à côté d'opportunités importantes? Oui, mais il y en a d'autres qui font ça très bien. D'accord. On n'est pas à la course contre la montre. Okay. Je pense que justement, c'est ce qui fait qu'un certain nombre de projets se plantent. C'est parce qu'on va aller trop vite et prendre effectivement saisir l'opportunité. C'est un point important, il faut le faire, mais pas dans n'importe quelle condition. Et donc là, je pense que justement, c'est un moment de réflexion nécessaire. Parce qu'à ce moment-là, on est juste dans le vif du sujet, on n'a aucun recul, et puis on se dit, ah mince, j'aurais mieux fait de pas faire comme ça. Et donc là, je pense qu'il faut un petit peu de temps. Alors, la deuxième question que vous m'avez posée, c'est les partenariats avec des chambres sur place. Oui. Et donc, en fait, il est prévu de faire un même lancement de la chambre, mais au Bénin. Il y aura probablement la même chose à Kinshasa, il y aura la même chose en Côte d'Ivoire, chaque fois avec des thématiques différentes, mais on va prendre le temps aussi. Enfin, pour le Bénin, ça va être un peu court. Vous avez des exigences particulières par rapport à ces relais locaux? Est-ce que vous allez uniformiser les procédures ou est-ce qu'au contraire, chacune des structures pourra évoluer de manière autonome, par exemple? Je pense qu'on ne peut rien imposer. D'accord. Donc il faut d'abord savoir qui est notre partenaire sur place, comment on va s'organiser, quels sont leurs modes de fonctionnement, et on va voir si on est compatible. Si on est compatible, alors on fonctionne ensemble. Mais donc on va pas nous. Il y a des critères. Oui, il y a des critères qui sont des critères de traçabilité, de respect des droits de l'homme, d'une transparence dans les modes de fonctionnement et de financement. Et selon des critères vraiment très clairs en termes d'égalité homme-femme. Ça, c'est sûr. Et donc, on va voir si effectivement on peut matcher. Si oui, ça se passera très bien. Mais on ne va pas demander aux gens de changer leur mode de fonctionnement. Par contre, on va voir si on peut travailler ensemble. Et donc, ce que moi j'ai toujours dit, et ce que les autres ont toujours dit aussi, c'est qu'on ne va pas remplacer ce qui existe déjà et qui fonctionne très bien. Donc, nous, on s'attaque qu'aux petites et moyennes entreprises, de manière formelle ou informelle. Et au niveau des femmes, il y a beaucoup d'informels. Et donc, on va voir comment on peut mettre en place ces synergies. Pour le moment, moi, j'essaie de voir avec la diaspora. Et donc, la semaine passée, on est allé à Paris pour rencontrer la diaspora congolaise des femmes et de voir à créer des petits groupes, en fait, de la diaspora dans différents pays et qui seront en lien avec des mêmes contrepartie sur le terrain et au pays. Et donc ça permettra effectivement aussi de faire le lien entre la diaspora ici et les personnes qui sont là-bas et qui sont du pays. Parce que ce que j'ai entendu à Paris, par exemple, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment fortement marqué.
Il y avait une jeune femme qui disait, oui, moi je voudrais commencer mon business, mais quand je vais là-bas, je suis venue comme une blanche, alors qu'elle est noire, elle est congolaise. Mais là-bas, elle n'est pas considérée comme congolaise. Et donc, elle disait, moi, je ne sais pas comment il faut faire. Je ne connais pas les circuits. Je suis complètement perdue. J'ai besoin d'aide. Alors ici, je suis vue comme une congolaise. Je suis congolaise et française. Mais quand je suis là-bas, je suis française. Je ne suis pas congolaise. Probablement à cause du caractère, on va dire, baroque des procédures. Oui. On va dire ça comme ça. On ne va pas dire autre chose. Alors, comment peut-on adhérer à la Chambre de commerce panafricaine, par exemple? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir une activité économique? Oui. Est-ce qu'il faut avoir un intérêt pour les échanges commerciaux Ça s'adresse essentiellement aux femmes et aux hommes qui ont une activité ou qui voudraient démarrer une activité de type commercial. Donc ça, c'est une première chose, c'est la base même de la Chambre. La deuxième, c'est quand vous avez des gros projets et où vous avez besoin d'une aide en termes de financement et d'accès au financement. Là, effectivement, ça c'est une autre démarche. On prend en charge le projet avec le promoteur et on essaie de trouver les financements. On ne dit pas qu'on a réussi à chaque fois, c'est loin du cas. Mais quand vous dites prendre en charge, est-ce que ça veut dire que quelque part, celui qui vient avec son projet doit quand même disposer d'un capital de départ Non, il doit avoir d'abord un projet bien ficelé, un business plan, d'avoir il doit avoir un business plan, il doit avoir la description de son projet, de savoir le planning dans lequel il veut le mettre en place, quelles sont les personnes de contact qu'il a déjà, qu'est-ce qu'il a déjà essayé qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui a fonctionné et qu'il faudrait renforcer. Et donc avec tout ce bagage-là, à ce moment-là, on peut effectivement aller à la Banque européenne d'investissement ou à la Banque africaine de développement. On peut aussi faire appel à d'autres fonds de garantie, belges ou européens ou africains, puisque l'objectif c'est quand même d'utiliser les instruments africains. Et de les faire connaître ici aussi. Mais précisément, est-ce que ces instruments africains d'expérience, est-ce que vous diriez qu'ils sont suffisamment fiables? Est-ce que, voilà, tout à fait. Certains pensent que pour y accéder, il faut déployer... Voilà, c'est un peu compliqué pour dire les choses très simplement. C'est compliqué aussi bien des instruments africains que des instruments européens. D'accord. C'est à l'identique. Est-ce qu'une harmonisation est envisageable ou pas? Alors, il y a ce qu'on appelle des MOU, des Memorandum of Understanding qui sont mis en place entre certaines institutions européennes et des institutions africaines. Et donc là, effectivement, il y a harmonisation en fait des règles. Donc c'est plus facile. Et donc vous avez le choix, soit vous allez par la Banque africaine par exemple, soit vous allez via la BEI, mais ils ont leurs règles communes. Et donc c'est un peu plus simple. Maintenant, ça reste toujours un challenge. Et donc, c'est vrai que pour un businessman ou un businesswoman, c'est difficile parce qu'en fait, il faut interagir à la fois en termes de business et en termes de structuration institutionnelle des demandes de financement. Et c'est long et c'est pénible. Mais Annick est ici pour aussi en parler. Est-ce que l'OADA permet quelque part d'accélérer la procédure, en tout cas de donner plus de facilité? On le rappelle, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Ça c'est clair, c'est essentiel. Maintenant, là où on va travailler davantage, parce que ça c'est dans mon parcours professionnel, c'est travailler avec les communautés économiques régionales. Parce que là, il y a déjà une cohésion, il y a moins de barrières douanières, il y a une unité de monnaie, donc c'est plus facile. Et on va essayer de travailler au renforcement de ces entités. Et là, c'est vrai que pour les businessmen, c'est plus simple parce qu'en fait, ils s'adressent à un pays et puis bon, ils se rendent compte qu'il peut travailler dans une zone avec les mêmes règles. Donc ça, c'est plus facile. Et donc, oui, c'est clair. Ça renforce, c'est nécessaire, c'est indispensable. Maintenant, je sais que ça crée des tensions au niveau des États. Tout à fait. Donc, je pense que là, il faut être très soucieux, très sensible et attentif à ce qui se passe, parce que dès qu'on renforce une structuration d'un côté, on déstructure de l'autre. Et donc, il faut garder un équilibre entre les CR et la représentation des pays en termes d'expression de leur volonté en tant qu'État au sein de l'Union africaine. Et là, je pense qu'il y a un énorme travail, un challenge. Mais l'Union africaine le sait, on travaille déjà depuis longtemps là-dessus, on sait que c'est un enjeu et on veut surtout éviter qu'il y ait en fait des conflits qui surgissent de par cette restructuration, ce renforcement des communautés économiques régionales. Donc voilà. Ce sera le mot de la fin. Ariane Meunier, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes administrateur de la Chambre de commerce panafricaine. Merci infiniment. Merci à vous en tout cas, un grand merci à Mboté. Voilà.